C'est le thème de ce matin, c'est un thème qui vous intéresse tous, hein. C'est un thème important, c'est la négociation, la préparation des contrats de plan État-région. Les contrats de plan État-région, c'est déjà en soi une innovation, puisqu'il y a maintenant 7 ans, quand on préparait la précédente génération, ils étaient devenus contrats de projet État-région. Donc on revient à l'appellation classique, traditionnelle, hein, celle qui a été mise en place il y a maintenant fort longtemps par le gouvernement et la DATAR. Hein. Et bien évidemment, cette négociation, elle est aujourd'hui lancée, vous le savez, par 3 circulaires du Premier ministre, une du 2 août, une du mois d'octobre et une du 15 novembre, si mes souvenirs sont bons. Et c'est donc les préfets qui ont la main actuellement pour discuter avec les présidents de conseils régionaux de l'architecture et également du contenu de ces contrats de plan. Vous le savez, le délégué le redira, ils portent sur des thématiques qui sont maintenant très ciblées, très classiques, hein, puisqu'on reprend une des thématiques des contrats de projet qui était l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, c'est-à-dire ce qui est lié à la stratégie de Lisbonne. Et puis il y a une nouveauté qui nous, à TDIE, nous plaît bien, qui à TDIE et puis aussi pour ceux qui ont travaillé dans le cadre de la mission Mobilité 21, c'est le volet, mobilité de ce contrat de plan. On avait fait une recommandation au gouvernement dans Mobilité 21 pour qu'il y ait, je dirais, un contrat de mobilité entre l'État et les régions qui laisse une large autonomie aux partenaires locaux de déterminer les priorités. Hein. Alors que dans le précédent CPER, on avait sorti les routes de la contractualisation, on avait également priorisé le ferroviaire, thématique qui est chère aux présidents de conseils régionaux. Donc, pour parler de toutes ces questions qui vous réunissent ce matin, on a demandé à plusieurs spécialistes, ou en tout cas plusieurs acteurs de ce dossier, d'être avec nous ce matin. On a demandé bien sûr aux délégués à l'aménagement du territoire, au futur commissaire pour l'égalité des territoires, Éric Dalzan, d'être avec nous. C'est lui qui va piloter ces nouveaux contrats de plan. On a demandé à un président de région, bien sûr, d'être ici avec nous, et il s'agit de Nicolas Mayer-Rossignol. C'est le plus jeune enfin, je ne sais pas si c'est le plus jeune, mais en tout cas, c'est le plus récent, c'est le moins vieux des présidents de région, puisqu'il a succédé à mon ami Alain Leverne à la tête de la région Haute-Normandie il y a 2 mois maintenant, 4 mois déjà, le temps passe vite. Hein. Donc, il préside la région Haute-Normandie. Et puis, nous devions avoir Daniel Bursault ce matin, le DGITM, mais ce matin, Daniel Bursault, il est aussi, je dirais, présent sur un autre dossier très important qu'on appelle l'écotaxe, puisqu'il planche devant la commission d'information de l'Assemblée nationale en fin de matinée sur ce sujet. Alors il est représenté par M. de Saint-Aignan qui est ici, Éric Saint-Aignan qui est, je dirais, c'est son adjoint. Et bien évidemment, il sera en capacité aussi de nous donner le point de vue du ministère des Transports sur le volet de mobilité. Et puis nous aurons Yves Cratinger, qui est président de conseil général au département de la Haute-Saône, qui est aussi en charge. Ah ben le voilà, Yves arrive. Par ici, Yves. Non, surtout pas. Tu t'égares. C'est-à-dire qu'un sénateur se perdant au Sénat, ce serait dommage. Et donc, Yves Cratinger est président du Conseil général de la Haute-Saône, mais il est aussi président de l'IDRIM, ce qui est tout à fait important quand on s'intéresse aux transports et aux infrastructures. Et puis, il est bien évidemment en charge de toutes ces questions de mobilité à l'Association des départements de France. Donc, il a qualité pour être des nôtres ce matin. C'est un ami, ce qui ne gâche rien. Donc je vais maintenant passer la parole à Michel Agege pour vous présenter ce petit déjeuner. Et puis, comme à chaque fois, eh bien, vos questions seront les bienvenues.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, j'ai une mission un petit peu compliquée ce matin sur l'organisation, puisque Yves Cratinger, sauf si le planning a changé, doit partir à 9h moins 5, c'est ça? Hein, bon, il n'y a que 20 mètres, donc 9h moins 2. Bon. Et donc... les embouteillages, j'ai vu que vous... Bon, et donc on va essayer d'aller le plus vite possible et de concentrer le tir, en sa présence en tout cas, et puis ensuite sur les commentaires qu'il aura fait. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire évidemment Philippe Duron. Moi, j'avais simplement noté que ce débat sur les CPER s'inscrit dans trois contextes. Il y en a un qui est celui que Philippe Duron a rappelé, qui est de la nouvelle stratégie, la dimension stratégique que le gouvernement veut donner à ces CPER, les 5 thématiques qui ont été décidées, dont la thématique de mobilité multimodale. Ensuite, deuxième contexte, la troisième phase en cours de la décentralisation, qui s'est traduite, comme vous le savez tous, par la loi MAPAM, qui concerne essentiellement les métropoles pour l'instant. Et enfin, un contexte budgétaire un peu tendu, et d'autant plus tendu que quelques soucis assaillent la pauvre écotaxe. Voilà, donc on va essayer c'est finalement de cela dont on va parler. Voilà. Bon, oui, mais... Donc c'est de cela dont on va parler à travers nos questionnaires habituels. Donc ce que je vous propose, on a 4 questions qui portent d'une part sur les enjeux stratégiques, ensuite sur les priorités d'investissement et les articulations très importantes avec la politique européenne, puisqu'il y a coïncidence, contemporanéité plutôt entre les CPER et la prochaine période européenne. Ensuite, les questions de financement. Et enfin, on terminera sur la décentralisation et ses incidences sur les CPER. Donc, ce que je propose, compte tenu du départ proche de Yves Cratinger, et s'il le veut bien, c'est qu'on a un peu parlé hier de ce programme, et c'est des sujets que, comme tous les autres, il connaît parfaitement. Est-ce qu'il veut bien, peut-être en un quart d'heure, s'il veut bien, balayer à peu près les uns après les autres ces 4 thèmes. Ce que je vous propose ensuite, c'est que peut-être que Yves Cratinger prendra, je ne sais pas si ça marche tout le temps, ça, si Yves Cratinger peut-être prendra, tant qu'il restera présent, un peu moins la parole, réagira sur ce que diront les autres. On fait comme ça vous convient? Donc Yves Cratinger, en 2 mots, donc enjeux stratégiques, priorité d'investissement, financement, décentralisation et CPER. Est-ce que vous voulez bien là-dessus nous faire part de vos analyses? On a un petit quart d'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole sur un sujet qui est aujourd'hui en discussion dans les territoires, puisque il y a des rencontres entre l'État, les préfets, et ceux qui sont autour, les régions, et aussi d'autres collectivités, dont les départements. Moi, je vais commencer par dire qu'évidemment, c'est un enjeu important pour certains territoires. Contrairement peut-être à ce qui est considéré comme un lieu commun, il y a des territoires qui ne sont pas désenclavés dans notre pays. J'en connais. Je peux même en parler dans le détail, si c'est nécessaire. Et donc, c'est important qu'on réponde à des préoccupations qui sont avant tout économiques, mais aussi sociales. Parce que ces territoires, il y a des habitants. Et la question qu'on peut se poser, et je vais rentrer assez vite dans le cœur des préoccupations, c'est est-ce que les formats d'investissement qu'on prévoit de mettre en œuvre sont suffisants pour répondre aux attentes? Sincèrement, je ne le crois pas. Nous sommes
année après année, dans une réduction des formats. Et pour un pays qui est plus étendu que la moyenne de ses voisins, avec une densité de population plus faible, mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des victimes. Il y a des victimes qui sont la conséquence de cette insuffisance d'investissement. De plus, les règles qui avaient été mises en avant pour justifier le transfert de 18 500 km de routes nationales, la règle qui était de dire qu'il y aura décroisement des financements, l'État s'occupera de ces routes, de ces infrastructures, juré, cochon qui s'en dédie, les collectivités s'occuperont des leurs. Eh bien, les choses ont bien changé. L'État vient et tend la sébille en disant « Je ferai peut-être si vous me donnez beaucoup ». On est loin du décroisement. Vous vous rappelez les tribunes il y a une dizaine d'années sur le décroisement. La loi de 2004, elle a 10 ans cette année. Et donc, il y a un vrai problème. Parce que certaines collectivités se considèrent liées par la parole donnée, par l'expression qu'ont pu avoir les élus devant leurs assemblées, devant leurs concitoyens. Ils disent on applique le décroisement. Et d'autres qui sont tellement en attente d'infrastructures qui ne viennent jamais disent normalement on ne devrait pas accepter de payer, mais on va accepter de payer quand même pour essayer d'avoir quelque chose dans ce contexte de pénurie. Donc moi je dis les choses ne se passent pas très bien. Deuxième thème que je veux aborder, ça va encore choquer quelques dogmatiques, mais on est en train d'abandonner l'investissement routier. Ce qui est ennuyeux, c'est que quand même, en gros, 86-7% des déplacements de fret se font sur la route, et puis 80 et quelques % des déplacements individuels ou touristiques ou économiques à voiture. On ne parle pas des motos, ça doit être dans les mêmes proportions. Sinon plus, parce que c'est rare qu'on met la moto dans le train. Est-ce sage de consacrer moins de 400 millions d'euros par an aux infrastructures routières? Est-ce sage? Est-ce raisonnable? On paye très cher le fait d'avoir oublié les infrastructures ferroviaires. On n'arrive pas à rattraper le retard accumulé. Mais la question routière sera du même type. Simplement, elle est à la puissance 20 ou 30 par rapport à l'autre. C'est ça qui va poser problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce dogme. Là où se passent plus de 80% des déplacements économiques, on devrait mettre des moyens plus importants que ceux qu'on met aujourd'hui. Surtout quand on sait que 60% des entreprises industrielles de notre pays sont dans les territoires ruraux. L'industrie est dans les territoires ruraux. Elle n'est pas majoritairement dans les territoires urbains. Après, je conclus parce que je ne veux pas être long, Michel. Non, mais je suis obligé de décroiser aussi, moi. Parce qu'il y a quelques grands thèmes que auxquels on ne peut pas échapper. Il y a quand même le bug planétaire. Ça nous fait une sacrée publicité, hein, de la taxe poids lourd. Après la grève des footballeurs en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde avec le maillot bleu sur le dos, c'est le deuxième bug planétaire dans le classement des bugs planétaires. Voté à la quasi-unanimité par le Parlement, mise en œuvre par deux gouvernements de couleurs différentes, de sensibilités différentes, et abandonnée en race campagne comme si elle avait la lèpre. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ni les milieux économiques, ni les bonnets rouges, ni les Bretons, ni ceux qui ont abandonné la taxe poids lourd. Je considère qu'on scie la branche sur laquelle on est assise, mais pas du bon côté. On l'a scie du côté du tronc, donc on va tomber.
Hein? Donc j'implore tout le monde de réagir, de considérer que cette taxe qui avait été bien votée doit être bien mise en œuvre. Et je vais être provocateur volontairement parce que j'entends causer beaucoup de Français de façon uniforme sur le territoire national parce qu'il n'y a qu'une République et qu'on ne peut pas avoir un barème par région qui est ridicule. D'ailleurs, on ne voit pas comment les régions pourraient fixer un tarif pour des transports qui se passent sur des routes nationales et sur des routes départementales et quelques kilomètres de voies communales, sachant qu'elles n'ont pas elles-mêmes, propriétaires, responsables directs d'infrastructures. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on revienne à des fonctionnements simples dans notre pays, qui puissent être compris par nos concitoyens. La taxe poids lourd a été votée, elle doit être mise en œuvre uniformément, à la même date, partout sur notre pays, pour que enfin la République reprenne le dessus, monsieur Hague. Voilà. Moi, je ne voudrais pas être plus long dans l'introduction. Monsieur le sénateur, si vous permettez, vous avez traité, mais enfin, ce n'est pas par formalisme que je vous dis ça, mais parce que les autres vont répondre à ces questions. Là, en gros, les questions 2 et 3. C'est-à-dire, en évoquant les routes, vous avez évoqué quelles sont à vos yeux les priorités d'investissement, enfin celles qu'il ne faut pas oublier en tout cas, compte tenu du contexte que vous avez rappelé. Et puis, en parlant de la taxe poids lourd, vous avez forcément parlé du problème difficile du financement. Est-ce que vous voulez bien nous dire juste 2 mots, mais vous pourrez revenir avant de partir, bien sûr, hein, tout à l'heure, sur les enjeux stratégiques des CPER, qui sont le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la signification du changement sémantique éventuel qu'a rappelé Philippe Duron tout à l'heure. On revient au contrat de plan, la notion de cette mobilité, de ce volet de mobilité multimodale, impliquant plus ou moins, mais c'est plutôt, enfin, je ne sais pas si c'est plus ou moins les ex-PDMI. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, l'incidence de la décentralisation sur les CPER, enfin, du projet de décentralisation. Voilà, en quelques mots sur ces 2 questions, s'il vous plaît. Ah, mais je m'assure que j'ai voulu contracter mon propos, mais oui. Je ne crois pas que le vocabulaire change quoi que ce soit à l'affaire. PDMI, CPER, alors CPER, contrat de plan État-région, et après c'était contrat de projet. Oh là là, la nuance est très importante. On sent vraiment changement là. Non, franchement, on n'a pas eu le sentiment que voilà. Hein. Bon, alors on les réintègre, les PDMI. Bon, autrefois il y était, après il n'y était plus, après il y était. On peut dire comme ça. Simplement, moi, je vois ce qui se déroule aujourd'hui. On est dans une situation, je l'ai dit, alors j'ai contracté beaucoup, où la route est abandonnée. La route est abandonnée. Mais est-ce raisonnable? Alors pourquoi elle est abandonnée? On va parler très franchement. C'est les régions qui négocient en direct avec l'État. Les régions n'ont pas de route. Ils ne mettent pas de crédit sur les routes dans le programme. C'est ça, la réalité. Ben si, c'est la réalité, on le voit partout. Donc on arrive à une bascule 75, 25 dans les enveloppes, entre tout ce qui relève du transport, soit urbain, soit ferroviaire, et 25%, en gros, dans les proportions, ça peut varier un petit peu, pour les enveloppes routières. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Moi, je vais donner un exemple pour aider à comprendre. Vesoul, il y a le centre mondial pièces détachées du groupe PSA. 4000 salariés, que de la logistique, 1000 camions qui rentrent par jour, 1000 camions qui sortent sur une moyenne de 5 jours par semaine et 52 semaines par an. C'est la moyenne. Pas d'accessibilité autoroutière aujourd'hui. Pas d'accessibilité voie rapide aujourd'hui. Ces enjeux-là, commerce extérieur, les voitures qui partent en sachet pour l'Amérique du Sud, pour d'autres pays d'Europe, pour d'autres pays d'Asie, sont-ils des enjeux économiques? J'entends parler tous les jours de l'industrie. J'entends parler tous les jours du commerce extérieur. Il faut rétablir la balance, etc. Non-accessibilité. Livraison des pièces détachées dans l'Europe de l'Ouest et en particulier en toute la France. Commande avant 16h, livraison avant 9h le lendemain matin. Pour votre confort, pour que votre voiture soit disponible tout de suite, pas raccordée. Impossible de faire avancer ces dossiers. On abandonne le volet routier. On va livrer à Biarritz avant 9h demain matin la pièce que vous allez casser à 16h moins 15 minutes, monsieur Agege, en passant par le ferroviaire.
Alors si vous faites cet exploit, là, je vais à Lourdes à pied tout de suite. Voilà. Alors arrêtons de dire des bêtises. La réalité est là. Moi, je suis dans un département qui est enclavé. Or, nous sommes excédentaires commerce extérieur de 1,5 fois le budget départemental. Nous sommes excédentaires par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Chine, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Espagne. Et pourtant, nous sommes enclavés. Alors, les priorités nationales, ce n'était pas le commerce extérieur, l'industrie. Moi, je dis, voilà, il y a un moment donné, il y a un décalage intellectuel entre ceux qui négocient ces programmations et ceux qui vivent les réalités économiques à l'autre bout. Donc, pour moi, les stratégies, elles ne sont pas bonnes, j'ose le dire. Si je ne me suis pas fait comprendre, c'est que je ne suis pas bien réveillé. Parfait, Voilà. parfait. Je suis assez provocateur, mais après je me tais parce qu'il ne va pas tarder à y avoir une émeute. Alors. Oui, oui, non. Voilà. Non. Vous avez bien chauffé les esprits, c'est impeccable. Bon. Je propose à à Henri Saint-Hillan, excusez-moi, s'il le veut bien, donc qui, je rappelle, est directeur des infrastructures à la DGITM, de bien vouloir répondre à l'aspect, donc après la provocation amicale, mais réaliste d'Yves Cratinger sur les enjeux stratégiques des CPER, et cette évolution sémantique éventuellement dans laquelle lui il ne voit aucune signification, et l'aspect multimodal de ce volet mobilité. Oui, je vais essayer de répondre à Yves Cratinger, puisque la stratégie qui a essayé d'être développée, mais manifestement les efforts de pédagogie vont devoir être poursuivis, c'est d'avoir une approche équilibrée qui tient compte effectivement des différents besoins, des besoins de mobilité et des besoins des territoires. L'objectif, c'est d'abord, dans une approche de mobilité, d'avoir tous les modes de transport pour avoir le panel des solutions possibles. Et dans ce cadre-là, Frédéric Cuvillier est aussi sensible à la problématique routière qui a été réintégrée dans les contrats de plan. Précédemment, il y avait les contrats de projet avec le ferroviaire et le fluvial, et puis à côté, si je puis dire, les PDMI, la volonté dans une approche qui intègre tous les modes et qui intègre toutes les modalités de réponse aux besoins de mobilité, c'est bien de réintégrer la route. Je rassure également le président Cratinger, puisque nous avons aussi avec lui, au sein de l'IDRIM et d'un certain nombre d'associations, des actions communes. L'objectif et le souhait de Frédéric Cuvillier, c'est bien qu'on trouve la part équilibrée de la route, et comme vous le savez sans doute, dans les mandats qui ont été délivrés, on a d'une part une enveloppe générale qui a été rehaussée de 20% par rapport à la précédente génération, et puis il y a un souhait qu'au niveau national, la part routière puisse représenter au niveau des crédits de l'État 45% de l'enveloppe totale, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de territoires, il n'y a des réponses adaptées que par le mode routier. Il s'agit bien évidemment de s'inscrire dans une politique nationale d'équilibre des territoires, de transition énergétique, mais de tenir compte de la spécificité. Et c'est bien dans cette vision équilibrée qu'on essaye de développer les choses, dans une vision stratégique aussi à l'échelle régionale qui tient compte des différents modes et qui tient compte aussi de l'importance des différents réseaux. Il y a encore une fois des territoires où effectivement il n'y a pas de réseau ferroviaire, donc intervenir sur le mode ferroviaire ne permettait pas de répondre aux besoins de mobilité de ces réseaux. Il y a aussi un continuum, si je puis dire, à traiter, parce que dans les éléments de mobilité, la route, ce n'est pas que le véhicule individuel, et on ne souhaite pas s'inscrire dans cette logique-là, et on souhaite pouvoir développer l'ensemble des réponses, que ce soit sur des méthodes classiques, que ce soit des réponses à des problèmes de congestion, d'insertion environnementale, de nouvelles formes de mobilité. On essaye de pousser un certain nombre de choses sur les routes, notamment sur le périurbain et l'urbain, avec des outils de gestion de trafic, et puis bien évidemment de bien articuler les modes entre eux, de se concentrer sur le réseau structurant ferroviaire. Effectivement, il y a un enjeu majeur pour nous. Réseau Ferré de France travaille en particulier sur le grand pan de modernisation du réseau, et nous savons que nous avons des choses à faire. C'est un des enseignements de la Commission Mobilité 21. Il ne faut pas délaisser les réseaux actuels. C'est aussi un point fondamental de la stratégie de transport dans le cadre du CPER. Et dans ce cadre-là, sur le ferroviaire, on a un réseau structurant qu'il faut pouvoir épauler, moderniser, et en particulier, on a des nœuds ferroviaires sur un certain nombre de gares qu'il faut pouvoir traiter dans le cadre du volet mobilité. Tout ça dans une stratégie partagée avec l'ensemble des acteurs, et au premier chef les régions. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye de développer dans une vision équilibrée et qui utilise tous les panels de réponse.
Parfait, merci beaucoup. Que pense le DATAR, s'il me permet de résumer ainsi, très proche futur commissaire général à l'égalité des territoires, de ces enjeux stratégiques des CPER? Bonjour à toutes et à tous. Un petit clin d'œil pour commencer. Hier soir, j'ai été invité à être auditionné par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et j'ai dû expliquer comment le volet mobilité des contrats de plan État-région allait participer du renforcement de l'égalité femmes-hommes dans la société française. Je constate que ce matin, on a encore des progrès à faire à cet égard. Et donc, je ne rapporterai pas devant le Haut Conseil la question de la parité de ce matin. Voilà, vous avez posé plusieurs questions et monsieur le sénateur Cratinger a par avance répondu, si j'ose dire, à plusieurs d'entre elles. En tout cas, je voudrais quelques instants revenir sur ce qu'il a évoqué. Moi, je crois d'abord que le passage des contrats de projet aux contrats de plan, ou plus exactement le retour des contrats de projet aux contrats de plan, puisque je rappelle, j'étais à l'époque, je le dis au président Meyer-Rossignol, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Haute-Normandie, et j'ai élaboré le contrat de plan qui a été signé en 2000 sous le gouvernement de Lionel Jospin, et on était à l'époque dans des contrats de plan. On est ensuite passé à des contrats de projet, et je crois que ce passage au contrat de projet n'était pas tout à fait neutre par rapport à la signification que le gouvernement d'alors a voulu donner dans une logique de compétition, dans une logique plus de guichets auxquels les projets devaient se présenter, que les contrats de plan. Et quand le Premier ministre a choisi l'année dernière de revenir aux contrats de plan, c'est qu'il avait d'abord en tête que ces contrats devaient être l'occasion d'une vision stratégique à la fois de l'État et des régions de leur développement contractuel. Et donc, pardonnez-moi, monsieur le sénateur Cratinger, mais je ne pense pas que ça soit juste une question de mots. Je pense que derrière les mots, il y a un sens. En tout cas, j'en ai la conviction et je le défends. Oui, les contrats de plan sont d'abord l'occasion d'élaborer une stratégie régionale partagée entre l'État et les régions, et avec les régions, les collectivités de niveau infrarégional, et cette notion d'infrarégional n'est absolument pas stigmatisante pour les départements, évidemment, je vais y revenir, mais en tout cas, je crois que ça a un vrai sens. Alors, ce sens, quel est-il de mon point de vue? Je crois effectivement que le premier aspect de cette stratégie, c'est d'abord d'être, en quelque sorte, de prendre en compte la situation nationale dans laquelle nous nous trouvons, à la fois par rapport aux besoins qui existent dans l'ensemble des domaines. Les contrats de plan, c'est pas... Ce matin, nous parlons du volet mobilité des contrats de plan, mais je rappelle que dans les contrats de plan, il y a plusieurs priorités. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le numérique, l'industrie du futur, la transition écologique et énergétique. Donc, voilà, on n'est pas juste dans le volet mobilité, et la stratégie portée par les contrats de plan, elle est globale et transversale sur l'ensemble de ces priorités. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment que nous sommes, mais ça n'aura échappé à personne, j'imagine, dans un contexte de rareté durable, j'ai envie de dire, des moyens financiers, et que l'État doit s'adapter avec l'ensemble des acteurs de ce pays, y compris les collectivités, à cette situation, et qu'effectivement, il nous paraît plus important d'envisager le volet mobilité des contrats de plan comme les autres, sous l'angle de cette situation, et donc d'un point de vue d'abord de stratégie, avant d'être celui d'un effet de guichet. Et donc effectivement, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président Duron, le mode de préparation des contrats de plan a délibérément privilégié une phase de discussion stratégique en région entre le représentant de l'État et le président du conseil régional et aussi l'ensemble des autres acteurs pour élaborer justement un document stratégique qui est attendu pour la fin du mois de février, le
Premier ministre l'a rappelé la semaine dernière à l'ensemble des préfets de région qu'il réunissait à cet effet. Le volet mobilité fait partie de cette stratégie régionale globale, même s'il a effectivement, en quelque sorte, en avance de phase, eu un premier retour des préfets de région à la fin du mois de décembre. Mais le Premier ministre a bien insisté pour dire que le volet mobilité faisait partie de la stratégie régionale globale. Nous attendons donc ce retour des régions vers la fin du mois de février, sachant qu'effectivement, le calendrier prévoit bien que c'est vers la fin avril que seront délivrés aux préfets de région leurs mandats de négociation financière avec les régions en vue d'une signature des contrats de plan avant la fin de l'été. On a une idée du montant ? Absolument pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'évidemment, vous voudriez que je vous donne un chiffre que je ne vous donnerai pas. Pourquoi je ne vous le donnerai pas ? Parce que les contrats de plan ne peuvent pas être déconnectés de l'effort global que fait l'État dans le cadre budgétaire que vous savez. Vous savez qu'en ce moment, les ministres discutent avec le ministère du budget de leur triennal, comme on dit, hein, et que c'est sur la base de ce triennal qui est en train d'être discuté que pourront être définies les enveloppes financières des contrats de plan. Donc on ne peut pas dire par avance, ben voilà, il y aura tant dans les contrats de plan, et puis après on va organiser le triennal en fonction de ça. Donc effectivement, je ne peux pas vous donner de chiffres, parce que d'abord, nous attendons de savoir exactement ce qui remonte des synthèses, bien sûr, hein, et on sait que l'exercice n'est pas facile. On sait que l'exercice n'est pas facile, on sait que les besoins sont importants, et en même temps, on ne peut pas, par avance, dire ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, et puis on adaptera les triennaux. Donc, l'ordre des facteurs, c'est celui-là. Et effectivement, on ne pourra pas en dévier. Je voudrais juste, sur un dernier point, parce qu'il a été question des routes. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon voisin, qui a excellemment répondu sur ce point. Moi, je pense que, au contraire, un élément structurant du cadre préparatoire à ces contrats de plan, c'est précisément que l'État reprend complètement en compte la question routière, hein, en intégrant dans le volet de mobilité multimodale la question routière. J'ai le souvenir qu'après 2004, quand le transfert des routes nationales au département a été fait, à l'époque, dans une vie antérieure, je dirigeais les services d'un grand département. On avait très mal réagi à la demande de l'État d'associer les départements dans le cadre des PDMI. Bon, maintenant, il y a une forte attente des départements, je le sais, par rapport au cofinancement du volet routier dans les contrats de plan, comme quoi les choses peuvent évoluer en 10 ans, mais moi je m'en réjouis et je pense qu'effectivement, il est tout à fait souhaitable qu'il y ait un concours financier global pour faire progresser dans ce pays les infrastructures structurantes. Parfait. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris le sort des PDMI dans la nouvelle configuration, mais peut-être que Nicolas Mayer-Rossignol, qui a son avis sur ce sujet, très certainement, et sur d'autres, lors du petit entretien téléphonique qu'on a eu récemment pour préparer cette réunion, j'ai noté une expression intéressante que vous avez, enfin à mes modestes yeux, que vous avez utilisée, qui est celle de contrat de plan comme outil de concentration des moyens. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot en répondant en même temps à cette fameuse première question. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Et si vous me le permettez, je voudrais en particulier saluer mon ami et collègue bas-normand Philippe Duron. Quelques mots quand même de présentation. Je suis donc Nicolas Mayer-Rossignol, j'ai 36 ans, je suis président de la région Haute-Normandie depuis 4 mois ayant succédé à un de vos collègues sénateurs, Alain Leverne, à la suite de sa démission. 2 mots sur ma région. La Haute-Normandie, autour de Rouen, Le Havre, Dieppe, c'est 1 800 000 habitants. Le budget de la collectivité régionale, c'est un petit peu moins d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros d'investissement, dont environ 400 millions d'euros chaque année d'opérations nouvelles, et une capacité de désendettement de 0,7 ans, c'est-à-dire qu'on a une faible dette, ce qui est important dans le contexte actuel. Je crois que l'intérêt de mon intervention, qui sera très courte, c'est de vous donner mon sentiment, surtout pas de donner l'impression qu'on pourrait extrapoler, parce que chaque territoire est différent, mais à partir du terrain. Et il se trouve que la région Haute-Normandie est intéressante parce que c'est une région très industrielle.
plus de 20% de l'emploi salarié est industriel dans notre région. La moyenne en France, ça doit être 12 ou 13%. C'est une région qui est structurée autour de la vallée de la Seine et autour du premier complexe portuaire français, qui est le complexe Paris-Rouen-Le Havre. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que c'est peut-être le message le plus important que je voudrais faire passer. L'enjeu du CPER, et en particulier du volet mobilité, là, il y a une petite confusion dans l'objet du débat. Est-ce qu'on parle juste du volet mobilité ou est-ce qu'on parle de l'ensemble du CPER? Mais pour ce que je vais dire, ça n'a pas d'importance. L'enjeu premier du CPER, c'est l'emploi, à travers le développement d'outils qui sont absolument décisifs pour des territoires comme le mien pour développer l'emploi et l'activité, qui sont l'outil infrastructure, au pluriel. Infrastructure routière, infrastructure ferroviaire, infrastructure portuaire et fluviale, infrastructure numérique, très important, et il y en a encore d'autres. Donc, je vais vous prendre quelques exemples concrets. Pour prendre celui que je connais le mieux, le port de Rouen, premier port céréalier d'Europe, en croissance, contrairement à beaucoup d'autres ports. 22 millions de tonnes par an, par report modal, 70% route, 25% fluvial et 5% ferroviaire. Rouen, 500 000 habitants, pas de contournement, pas de rocade, pas de périphérique. Et je pourrais multiplier toute une série d'exemples. Le port du Havre, qui est quand même une des principales portes d'entrée avec Marseille pour toute une série de marchandises et de sorties naturellement. Port du Havre, aujourd'hui, report modal vers le ferroviaire, très très faible parce que déficit d'infrastructures ferroviaires. Si vous prenez le train pour aller vers la Normandie, que ce soit la haute ou la basse, vous constaterez que vous mettez plus de temps aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Parce que Saint-Lazare, trafic de banlieue développé, manque de sillons, etc., etc. Donc, dans ma région, je ne crois pas que ce soit la seule, je suis sûr que c'est le cas aussi pour la Basse-Normandie et c'est le cas pour beaucoup d'autres, le déficit d'infrastructures, non seulement d'infrastructures nouvelles, mais, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, de maintenance sur des infrastructures existantes, à la fois pour les voyageurs et pour le fret, est un facteur de compétitivité, de développement à long terme du territoire et donc d'emploi qui est absolument majeur. C'est le premier verrou, si vous voulez. Or, les délais qui sont derrière sont saisissants. Alors, je ne peux pas faire de comparaison européenne, mais ça serait quand même intéressant de voir combien de temps on met en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne pour construire un pont, une route, une gare. Par rapport à la France, on sait que pour ce qui concerne les grands projets structurants dans mon territoire, on est sur une période qui dépasse l'échelle temporelle d'un CPER. Largement. Comme je suis aimable, j'ai dit 1. Mon collègue de droite dit 2 CPER. Bon. Donc on est sur une échelle de temps, une inertie phénoménale. Enfin, je ne sais pas si c'est Titanic, mais en tout cas, c'est un paquebot. Ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'il faut s'en préoccuper très tôt. Donc c'est un facteur absolument décisif. Pourquoi j'ai employé le terme de concentration? Je réponds à votre question, Monsieur Agege, parce que, comme l'a dit Monsieur le délégué interministériel, le contrat de projet, c'est d'abord une stratégie structurante. Ce n'est pas un panier dans lequel on viendrait mettre toutes les fleurs, toutes les doléances, et il y en a beaucoup chez moi, de tous les élus locaux qui, légitimement, chacun considère que la route chez eux, la gare chez eux, est la plus importante du territoire. On est d'abord sur des enjeux structurants. Mais dans les enjeux structurants, il y a à la fois les grands projets nouveaux. Chez moi, c'est la ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est le développement de la vallée de la Seine, qui est d'ailleurs un projet interrégional et pas régional, qui concerne 3 régions, l'Île-de-France et les 2 Normandies. Mais c'est aussi, j'insiste là-dessus, la maintenance des réseaux existants, qu'ils soient routiers ou ferroviaires. Ça, c'est absolument capital, et notamment pour l'activité économique. Je prends un exemple très concret, le groupe Soufflé céréalier sur le port de Rouen, qui est présent d'ailleurs dans la salle, mais je n'ai pas fait exprès. Je suis allé les visiter il n'y a pas longtemps, c'est un acteur économique très important de notre territoire. La maintenance du réseau capillaire pour relier à la Beauce en particulier dans ce cas précis, ferroviaire, est absolument décisive pour le développement des entreprises sur notre territoire. Donc un outil stratégique et un outil de concentration, pour une raison aussi qui est assez pragmatique, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est que l'argent est rare. Donc la concentration s'impose mécaniquement. Enfin, je suis désolé de dire ça très, très platement, mais je crois que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une question partisane. Et j'allais dire c'est nécessaire, parce que, sans faire de polémique, on est quand même, et c'est salutaire,
sortis d'une situation, moi j'ai le souvenir d'un SNIT il y a 2 ans, qui était chiffré à 245 milliards d'euros. Bon, chacun avait à l'esprit, en tout cas chacun l'a maintenant, que cela n'était pas soutenable, Et si vous me permettez un tout petit développement, moi je considère, tout comme élu local, que ce genre de décalage entre discours et réalité, parce que évidemment l'échelle de temps des habitants qui attendent que la gare soit construite, qui attendent que la route soit refaite, cette échelle de temps est déjà techniquement tellement différente. Mais alors si en plus elle est amplifiée par un décalage entre des discours politiques et des actes, il ne faut pas s'étonner que les gens ne votent pas, hein, ou votent à l'extrême. Donc on est revenu à un discours réaliste. Là-dessus, je veux vraiment saluer le travail de la mission Duron et les arbitrages du gouvernement là-dessus. Donc concentration absolument nécessaire. Alors où on en est maintenant, évidemment, alors je parle plutôt du volet mobilité, on en est effectivement un peu au milieu du gué, c'est ce qu'a dit M. Delzan, parce que du côté des collectivités, alors c'est vrai que les collectivités régionales ont un rôle entre guillemets éminent dans l'élaboration des contrats de plan, parce que c'est le R du CPER, mais honnêtement, la concertation, elle se fait avec tous les acteurs. Chez moi, il y a 2 départements, il y a une métropole, la métropole rouennaise, enfin, elle va arriver en 2015. On a réuni l'ensemble des acteurs et on fait ce travail honnêtement. Alors peut-être que c'est un avantage d'être une relativement petite région qui nous permet de faire cette concentration plus facilement, mais tous les acteurs sont regroupés et travaillent de concert à l'élaboration du schéma stratégique dont parlait M. Delzan. Mais tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, comme on ne connaît pas les enveloppes financières, enfin, on avait quelques indications sur le volet mobilité, qui étaient d'ailleurs plutôt insuffisantes, mais sur l'ensemble du CPER, comme on n'a pas encore les indications, il est évidemment très compliqué de donner des arbitrages et de donner des grandes orientations. Ce qui me paraît, en tout cas de mon point de vue, assez clair, c'est que les collectivités locales en général, et en tout cas je peux le dire pour les régions, sont au rendez-vous, c'est-à-dire ont une capacité budgétaire qui est certes fragilisée dans le contexte parce que les finances publiques sont dans l'état que chacun connaît, mais elles ont quand même encore la capacité d'agir sur les grands projets structurants. C'est notre cas dans ma région, j'ai indiqué les ordres de grandeur budgétaires tout à l'heure, mais qu'elles attendent que l'État soit aussi au rendez-vous et rapidement. Ok, merci beaucoup. Yves Cratinger qui brûle de partir, je le crains. Est-ce qu'un petit mot quand même avant de partir sur ce qui a été dit? Il y a des choses qui se recoupent et d'autres moins. Moi, je suis moins euphorique devant les esquisses de documents stratégiques qui sont élaborés dans les contrats de plan. J'en ai vu un de 106 pages lundi où je n'ai pas vraiment trouvé les 3 ou 4 grands thèmes qui relèvent d'une stratégie. Voilà, je pense que quand on additionne trop de choses, on n'a plus de priorité. Donc, après, c'est une vision personnelle, elle n'est pas obligée d'être partagée par tous. Mais mon voisin et ami disait quand même qu'il lui paraissait que le volet mobilité était insuffisant. Et tout à l'heure, je disais que c'était insuffisant, donc on est déjà d'accord là-dessus. Mais vous voyez, je vais, avant de vous quitter, rebondir sur un cas pour dire qu'il y a peut-être d'autres solutions. Il a dit Rouen n'a pas de contournement. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que Rouen, de 2 choses. C'est que Rouen en a besoin, probablement, hein, parce que le fonctionnement économique, social, culturel de cette métropole, écologique aussi, bien sûr, passe par là. Alors, est-ce que l'État, la région, la ville vont pouvoir le payer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais sur les contournements métropolitains, je suis absolument persuadé, et des démonstrations ont été faites, c'est pour ça que je suis persuadé, pas par moi, par des experts, qu'on peut avoir des contournements où ceux qui les utilisent les payent. Et qu'en puçant les voitures, puisqu'on puce même les poubelles dans ce pays, mais on n'ose pas pucer les voitures, eh bien, chacun fait des choix, celui de l'embouteillage ou celui de la fluidité. Et que souvent, les gens, quand il y a le choix entre l'embouteillage et la fluidité, ils font le choix de la fluidité. Donc je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements qui sont possibles sur des infrastructures sans que l'État paye, puisqu'il n'a pas les moyens,
sans que les régions, les départements et les agglomérations payent, puisqu'ils n'auront bientôt plus les moyens, avec les baisses des dotations, qu'on peut comprendre d'ailleurs, ce n'est pas ça le fond, mais il faut inventer d'autres formules pour réaliser ces infras. Et je pense que le cas de Rouen n'est pas différent du cas de Bordeaux et d'un certain nombre d'autres, où les économistes distingués ont montré qu'il était possible de passer par d'autres modes de financement. Voilà. Je devais devoir vous quitter, je suis vraiment désolé, mais en commission des finances au Sénat, quand on rapporte, je dois rapporter quelque chose à 9h, on n'est pas en retard. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Donc vous allez leur parler merci de m'avoir invité. Du péage urbain, si je comprends bien. Vous allez leur parler du péage urbain, entre autres. Ah bon, d'accord. Ah bon. Est-ce qu'Henri Saint-Hillan veut bien reprendre la parole pour aborder la deuxième question? Les priorités d'investissement, vous les avez un petit peu évoquées, me semble-t-il, en ce qui concerne l'État. Monsieur Saint-Hillan, vous pourrez en redire un mot si vous le souhaitez rapidement, mais je pense qu'il est intéressant de commencer à aborder l'articulation des CPER avec la programmation européenne et le fait que, comme autre source de financement possible, existent donc les fonds européens. Alors peut-être pour la première question, il est clair que le gouvernement a fortement repris les conclusions de la commission Mobilité 21, en particulier sur la priorité à donner au transport du quotidien, qui doit se traduire dans le volet mobilité du CPER. Donc on a évoqué un certain nombre de choses sur les réseaux structurants ferroviaires. C'est aussi ceux qui supportent les TER, les TET, sur les gares, sur les nœuds centraux, sur un certain nombre de routes qui, en complément ou par eux-mêmes, peuvent apporter des réponses. Et c'est important, mais aussi, comme l'a beaucoup souligné la commission Mobilité 21, il y a une question stratégique pour la France de desserte des ports. Et on sait qu'il y a, ça a été rappelé par le président de la région Normandie, des questions de réponse en termes d'infrastructures à fournir au port, même si tout ça doit s'inscrire dans une stratégie plus globale. Et le volet mobilité doit aussi répondre sur cette question fondamentale de comment peut-on mieux desservir nos grands ports, sachant que ça se fera sur les différents modes, mais en particulier sur le mode ferroviaire et sur le mode fluvial en Haute-Normandie, il y a de grands enjeux là-dessus. Peut-être une question à laquelle il n'a pas été répondu, mais c'est un petit peu une question de clarification du ministère des Transports. Il y a eu les PDMI d'un côté et les CPER de l'autre. Désormais, il y a les contrats de plan, volet mobilité. Il n'y a rien d'autre sur ces outils routiers de financement pour les petites opérations, si je puis dire. Et donc, il n'y a pas de double compte. Tout doit figurer dans le volet mobilité. Pour répondre à votre deuxième question sur les financements européens, il y a plusieurs outils. Je ne m'avancerai pas sur l'outil du FEDER, qui est un sujet que je maîtrise mal, mais qui effectivement fait partie de ce qui traditionnellement pouvait être utilisé dans les contrats de plan, surtout sur les autres modes que la route, sachant qu'il y aura un deuxième outil qui est celui des réseaux transeuropéens de transport, les RTE. Alors, il se trouve que les temporalités sont les mêmes du contrat de projet, du FEDER et du RTE, mais le RTE va fonctionner suivant une procédure un petit peu particulière, puisque des appels à projets sont lancés sur la période, plutôt sur des projets structurants, plutôt sur des autres modes que le mode routier, auxquels il devra être répondu. Dans ce domaine, les enveloppes au niveau européen ont été assez sensiblement augmentées. On parlait dans la précédente période d'environ 8 milliards d'euros pour les sujets qui nous intéressent. On est passé à un peu plus de 13 sur la stricte partie infrastructure de transport, sachant que les priorités qui ont été indiquées par la Commission européenne sont celles qui, si je puis dire, découle du livre blanc. On parle de grandes infrastructures à forte valeur ajoutée européenne et on pourra en retrouver en articulation avec le CPER, en particulier sur les opérations fluviales qui sont connexes à Seine Nord Europe, dans une vision très, très large où il est possible
d'après la Commission européenne, d'obtenir des taux de financement importants, sachant que très honnêtement, le cœur de cible vu de Bruxelles de ces financements européens du RTE, pas du FEDER, ce sont les très grosses opérations structurantes à l'échelle européenne, les lignes à grande vitesse, le Lyon-Turin, les canaux, et puis il y aura sans doute aussi dans les ports un certain nombre d'investissements qui pourront être financés, mais les grandes masses financières seront concentrées sur ces grands projets, sachant qu'en termes de temporalité, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, puisque précédemment, il y avait un grand appel à projet pour la totalité de la période, et que maintenant, la Commission européenne se dit qu'essayer de tout programmer définitivement pour 7 ans, ça risque d'être compliqué, surtout sur des projets qui peuvent connaître des aléas, et donc il y aura sans doute des appels successifs à projets en fonction de ce que la Commission pourra percevoir de l'avancement des projets. La Commission attendra jusqu'à la fin 2014, je crois, seulement pour les grands projets Seine-Nord Europe et Lyon-Turin. La réponse est un peu plus compliquée que ça. Nous sommes en deux mots. Nous sommes encore sous l'empire, si je puis dire, de l'actuelle période de programmation qui couvre les dépenses jusqu'en 2015. Et après, la question que la Commission va se poser est de savoir sur la nouvelle période de programmation qui recouvre 2014-2020, comment répartit-elle ses crédits sur les grands projets. Et pour ça, le principe qui a été retenu, c'est elle fait des appels à projets, les États répondent, elle sélectionne, elle attribue des subventions. Ce que je vous indiquais, ça risque de se passer en plusieurs étapes parce que dire maintenant ce qui se passe jusqu'en 2020 à l'euro près, c'est un exercice auquel pas grand monde ne sait répondre. Sur ces aspects européens, monsieur le délégué, peut-être quelques mots. Oui, quelques mots, effectivement. On a connu des périodes de programmation des fonds européens, et notamment du FEDER, très propices au financement des infrastructures. Il n'est pas contestable que la période qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas tout à fait placée sous le même signe. D'une part, il y a globalement une vision de la Commission européenne qui est que les investissements en transport ne sont pas jugés nécessairement prioritaires en France métropolitaine. Du point de vue des fonds européens, je n'ai pas dit d'un point de vue général. L'Europe considère que s'agissant de l'utilisation des fonds européens, ce n'est pas nécessairement prioritaire. Le règlement permet le financement d'infrastructures en matière de transport dans toutes les régions européennes. Mais l'obligation de concentration thématique, qui est au cœur, vous le savez, notamment de l'élaboration de l'accord de partenariat et ensuite des programmes opérationnels de chacune des régions, exclut les transports à l'exception des transports urbains. Et donc, du coup, les ressources financières sont limitées, globalement. Et puis ensuite, la Commission, considérant que, de manière générale, la France est très bien traitée, et si le président Kratinger était là, évidemment, il sursauterait en infrastructure de transport, elle limite, en quelque sorte, à un certain nombre des régions en transition, la possibilité de les financer sur le FEDER, avec des règles, des clés de financement assez restrictives, notamment 30% des coûts éligibles du projet, pour des projets pouvant justifier de résultats clairs et mesurables, ce qui est plutôt raisonnable d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, on n'est pas dans un contexte, à proprement parler, très ouvert s'agissant du financement des infrastructures de transport par le FEDER. Ça ne ferait pas beaucoup d'argent, si je comprends bien. En tout cas, ce sera à chacune des régions concernées de voir quelle priorité elle accorde. Alors, ce que nous savons aujourd'hui, non pas d'un retour, puisque vous savez, donc, nous avons déposé l'accord de partenariat, le projet d'accord de partenariat devant la DG Régio à la fin du mois de décembre. Il est en cours d'examen par la DG Régio et lorsque cet accord de partenariat, qui est en quelque sorte le cadre stratégique national dans lequel la France et la Commission s'engagent et à partir duquel les régions pourront déposer leur propre programme opérationnel. Donc on sait quand même déjà dans une première phase d'examen des projets de PO des régions qu'on aura un certain nombre d'entre elles qui voudront effectivement mobiliser le FEDER pour cofinancer des actions en matière d'infrastructure de transport. Mais il s'agit essentiellement, on revient à ce qu'a été évoqué, la connexion des réseaux tertiaires et ferroviaires avec le réseau RTET
la modernisation des réseaux régionaux et le développement et la modernisation des capacités portuaires. Donc, vous voyez, on est quand même sur des objets assez identifiés. Et donc, effectivement, il ne faudra pas attendre, dans la période qui s'ouvre de la nouvelle génération des fonds européens, dont je rappelle qu'il a été... la loi en confie la gestion aux régions, donc les régions deviennent autorités de gestion, donc ce sera leur responsabilité, dans les limites fixées par les règles européennes, évidemment, de choisir ces investissements. Mais de toute manière, on peut dire que globalement, ce ne sera pas effectivement principalement sur les infrastructures de transport que porteront l'usage de ces fonds européens. D'accord. Donc Nicolas Meyer-Rossignol sur cette... Oui, non, je voudrais confirmer en clarifiant. Oui. Je ne sais pas si ce qu'on fait chez nous est extrapolable là encore, mais je crois que c'est quand même assez largement le cas de ce que je peux voir dans les discussions à l'ARF. Les fonds FEDER, qui sont quand même pas le seul outil européen financier. Il ne faut pas non plus... Bon, FEDER, FEADER, FSE, qui effectivement, pour leur très grande part, vont être confiés dans la gestion aux conseils régionaux, sont là aussi soumis à un impératif, c'est ce qu'a dit M. Desan, de concentration. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la stratégie de spécialisation intelligente, dans une espèce de traduction française un peu étrange, autour de sujets qui sont l'enseignement supérieur, la recherche, la compétitivité, l'internationalisation des entreprises, etc., etc. Alors il y a un sujet infrastructure qui me semble, là pour le coup, connexe, c'est le sujet des infrastructures numériques. J'insiste là-dessus parce que là, l'enjeu de notre débat, c'est plutôt les infrastructures de transport, d'accord, mais enfin, au XXIe siècle, dans les régions comme la mienne, le sujet des infrastructures numériques est, je vais caricaturer un peu, au moins aussi important que le sujet des infrastructures de transport traditionnelles. L'un ne va pas forcément sans l'autre. Non, pas du tout, mais je veux simplement indiquer que les fonds FEDER, ils sont fléchés pour une très large partie sur ces sujets-là, et que donc ils sont assez peu envisagés comme, même si quelques régions le font, mais comme des outils financiers pour les infrastructures de transport. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Donc, non, on est vraiment dans une relation État, région, et je rejoins ce que disait monsieur le sénateur qui est parti depuis, sur notre capacité à effectivement, sur des projets qui sont stratégiques pour un territoire donné, à mobiliser des financements de tous les acteurs, y compris les autres collectivités, effectivement, et potentiellement les habitants, les acteurs privés. Enfin, encore que chacun connaît aujourd'hui la situation en termes de fiscalité. Mais il est vrai que pour des grands projets qui sont des projets qui intéressent tous les territoires, il n'y a pas de raison de s'interdire d'appeler au financement, parce que nous faisons sur notre projet interrégional de la vallée de la Seine, dont les régions sont les locomotives, mais enfin il y a d'autres acteurs locaux qui sont évidemment partie prenante, élus et société civile, de leur demander de contribuer à due proportion, mais au financement de ces projets, parce qu'ils les intéressent tout autant que les conseils régionaux. Alors, je vous propose de garder la parole, Nicolas Meyer-Rossignol, puisque vous parlez de financement et qu'on a une question spécifique là-dessus. Bon, on va peut-être pas revenir sur la taxe poids lourd qualifiée d'ubuesque par certains. Je ne sais plus ce qu'a dit le président Cratinger tout à l'heure pour la qualifier de son côté, mais faute d'outils, faute de la manne de la taxe poids lourd pour financer les CPER, hein, puisque c'est notre sujet, et le reste, en dehors du péage urbain pour les contournements évoqués par Yves Cratinger, qui est donc un outil qui mérite réflexion, évidemment. Les autres, vous avez évoqué le privé, ça veut dire que vous n'êtes pas a priori un ennemi des PPP, par exemple, et je crois que vous avez une vision pragmatique des choses, en disant, bon, les investissements qu'il faut faire, ben, il faut leur trouver un financement quoi qu'il arrive, et donc essayons de le faire de trouver les meilleures solutions possibles, quelles qu'elles soient. Oui, moi je suis pragmatique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner la parole à un représentant, un président d'un conseil régional sur un sujet qui est d'abord de la responsabilité de l'État. En tout cas, c'est assez révélateur, si vous me permettez cette petite taquinerie, parce qu'on a quand même un certain nombre de sujets, de dossiers où, je simplifie, pendant des années, il y a eu un sous-investissement
sur une série d'infrastructures. Par exemple, moi j'ai le cas chez moi de lignes ferroviaires qui sont importantes, qui sont utilisées, hein, pas des lignes abandonnées, des lignes qui sont utilisées, où il n'y a pas eu assez d'investissement, RFF pas d'investissement, SNCF pas d'investissement. Et au fur et à mesure, les investissements n'étant pas faits pour des raisons de sécurité, on diminue la vitesse des trains. Et puis à la fin, comme on va plus vite à pied, on ferme la ligne. Et on a eu des cas comme ça qui sont très importants. Et la résultante, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que les élus locaux, en particulier les régions, pour des raisons financières, sont amenés à pallier cela en investissant. On a le cas chez nous pour une ligne qui est très importante pour le fret, pour les complexes portuaires, qui est la ligne qui passe par Cirqueux et Gisors. Ils sont amenés à payer de leur poche, avec l'État en général, pour refinancer ce qui ne relève pas de leurs compétences. Et ça, c'est quand même un sujet au plan général. On ne peut pas demander aux collectivités locales à chaque fois de se substituer à... Ensuite, pour répondre très concrètement à votre question, s'il n'y a pas d'argent et que de l'autre côté, il y a une demande absolument structurante sur quelques sujets, il faudra bien trouver un financement. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que, mais là, je pense que ce n'est pas forcément extrapolable, c'est que dans les territoires comme le mien, où l'enjeu des infrastructures est le territoire dans son ensemble, les représentants de la société civile, et toute orientation politique confondue d'ailleurs, et les élus, sont, je crois, consensuellement assez partants, d'une manière raisonnable quand même, mais enfin assez partants pour faire un effort collectif. Ça, je crois que c'est assez vrai, parce qu'il y a vraiment des territoires où l'enjeu d'infrastructure est devenu une vraie pénalité de développement. Christophe Saint-Hillan, c'est positif cette vision des choses. Donc pour trouver des outils de financement, et quel est votre... En dehors de ce qu'on a évoqué, quelles sont les solutions ? Je veux dire, il n'y a pas de solution définitive à tous les problèmes. Je pense qu'il faut avoir des solutions pragmatiques et des réponses qui tiennent compte d'un certain nombre d'éléments. Vous avez évoqué les PPP. Effectivement, sur certains grands projets, notamment à Marseille, récemment, on a signé un contrat de partenariat sur une opération de grande envergure et qui est particulièrement complexe. Dans ce cadre-là, un contrat de partenariat, ça peut tout à fait se justifier. C'était quelque chose qui était partagé avec les collectivités concernées, et on a pu le faire. Dans un tout autre domaine, tout autre secteur, pardon, il y a eu beaucoup de réflexions sur l'aménagement de la route Centre-Europe Atlantique, qui, dans les départements de l'Allier et de Saône-et-Loire, est un véritable enjeu de sécurité, sur lequel on sait que la séparation des sens de trafic est la seule solution pour lutter contre les accidents mortels et malheureusement trop répartis qu'il y a sur cette route. Et la voie de la concession a été explorée. Il se trouve que les territoires ne sont pas les mêmes. Il se trouve que parmi les éléments qui permettent d'aller dans le sens d'un paiement par l'usager, il y a aussi, encore en droit français, le principe de pouvoir avoir des alternatives qui sont praticables. Lorsque vous êtes dans plutôt un territoire de plaine avec un certain nombre d'itinéraires alternatifs qui ne sont pas tout à fait de la même qualité, mais qui offrent une possibilité, on peut envisager le péage. Quand vous êtes dans des territoires beaucoup plus marqués géographiquement, où il n'y a pas d'alternative ou de très très mauvaise qualité, ça pose question. Donc, d'une manière générale, j'aurais tendance à dire qu'il faut effectivement étudier tous les outils qui sont disponibles. Il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas de dogmatisme en la matière. Il faut voir quelles sont les possibilités de faire suivant les différentes modalités. Contrat de partenariat sur un certain nombre de sujets complexes, concession quand c'est possible. Vous savez qu'il y a des réflexions sur un plan de relance autoroutier qui sont en cours, qui ont été annoncés par le président de la République et qui cheminent, qui sont actuellement lentement, à Bruxelles. Mais sûrement. Je sais qu'il y a toujours une grande impatience, mais je ne cesse de répéter que les infrastructures de transport sont sans doute les objets construits par les êtres humains qui ont la plus longue durée de vie. Les routes dont nous avons hérité sur certaines cartes viennent du 15e ou 16e siècle. Le réseau ferré dont on a hérité vient du 19e siècle. On ne règle pas les problèmes des siècles futurs en 3 semaines non plus. Donc on chemine, ce sont des grands investissements, ce sont des sujets compliqués. Et on avance. L'objectif, c'est effectivement de trouver la manière, ça peut parfois être un petit peu incompris par nos concitoyens, mais les grandes opérations, encore une fois, sont construites pendant longtemps. Ce qu'il faut, c'est ne surtout pas se tromper sur le chemin qui nous y conduit, sachant qu'après, une fois que le contrat est signé, généralement, c'est plus une question d'années, c'est une question de mois, et que tout ce temps qu'on a passé à faire aboutir les choses dans la bonne direction, il est plus que largement rattrapé par la suite. Éric Delzan, sur ce sujet du financement.
Et puis la RCEA a été évoquée, bon, et on en a un petit peu parlé au téléphone. Yves Crattinger est parti, et effectivement, il n'a pas forcément la même vision des choses, mais vous pouvez le citer comme exemple de financement. Écoutez, moi je vous livrerai un témoignage dans la fonction précédente que j'occupais, c'est-à-dire préfet de région Auvergne, puisque effectivement, j'ai eu à proposer au ministre des Transports le dispositif que je crois on peut qualifier de pragmatique, qui en effet considérait la nécessité d'aménager la RCEA, dont on sait qu'elle est la route la plus accidentogène de France, hein, en particulier dans sa partie qui traverse le département de l'Allier. Je recommande à personne de l'emprunter vers 6-7 heures du matin, au moment où des trains entiers de camions en provenance d'Europe de l'Est l'utilisent, et je peux vous assurer que dans ces moments-là, vous n'avez plus un poil de sec. Et donc, il y avait ce constat de la nécessité de faire ces travaux essentiellement motivés par un impératif de sécurité routière. On se trouvait dans une situation effectivement où les deux départements concernés, la Saône-et-Loire et l'Allier, n'avaient pas les mêmes attentes. Il n'y avait pas la même situation, ça a été très bien rappelé, des itinéraires alternatifs possibles dans l'Allier, pas d'itinéraires alternatifs possibles en Saône-et-Loire, une acceptation, y compris politique, d'un principe de participation de l'usager dans l'Allier, pas d'acceptation dans la Saône-et-Loire. On a proposé un principe avec effectivement une concession dans l'Allier et une mise à niveau dans la Saône-et-Loire sur crédit budgétaire. Bon. Voilà, les choses sont en train de se faire. Moi, je pense qu'il faut raisonner avec pragmatisme. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir sur ces questions-là de dogmatisme en disant c'est tout l'un, tout l'autre, et si on ne fait pas tout l'un, c'est qu'on a dans une logique d'abandon ou de recul. Je crois que collectivement, dans ce pays aujourd'hui, on voit bien qu'on est obligé d'imaginer des façons nouvelles de faire dans quantité de domaines, et en particulier dans celui des infrastructures. On sait bien que l'effort budgétaire collectif national est considérable, évidemment, surtout si on additionne toutes les demandes qui viennent de partout. Et on sait en même temps que les moyens sont réduits. Donc moi, je crois effectivement que cela nous ramène à la question de la stratégie, pardon d'y revenir. Parce que derrière cette notion de stratégie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la nécessité d'une vraie réflexion collective. Et quand je dis collective, c'est l'État, les collectivités, les acteurs économiques qui sont présents ici ce matin, en disant qu'est-ce qui est pour nous le plus indispensable ? Et dans cette réflexion, il y a la notion de priorisation. Qu'est-ce qui est d'abord pour nous le plus indispensable ? Si évidemment on se contente d'additionner, de faire des listes dans lesquelles on met ce que tout le monde veut, en disant moi c'est ça et rien d'autre, à la fin, vous avez certainement une très belle liste, vous avez aussi un total qui est insoutenable, et donc finalement on finit par ne rien faire parce qu'on est complètement... voilà. Moi je pense que c'est à ça que nous sommes appelés collectivement aujourd'hui, cette capacité stratégique et donc cette capacité de priorisation et de hiérarchisation. Sinon, on n'y arrivera pas. Encore une fois, on peut toujours s'amuser à dire, et je reconnais qu'on a une équation vraiment difficile sur le financement du volet mobilité multimodale. Mais la réalité, elle est là, elle nous rattrape tous les jours. Donc, y compris en matière de transport, il faut prioriser. Qu'est-ce qui est le plus indispensable au développement territorial ? Je suis en responsabilité, vous l'avez rappelé, de mettre en place le commissariat général à l'égalité des territoires. Je pense que la question des infrastructures est évidemment cruciale dans la notion d'égalité des territoires, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a des choix à faire, et c'est à ça que nous sommes appelés. Un dernier mot avant de passer aux questions, Nicolas Maillard-Rossignol, sur le lien entre l'incidence plutôt de la décentralisation en cours sur les CPER, en termes de nouvelle gouvernance en particulier. Oui, alors je vais faire très court parce que l'échange est peut-être plus intéressant. Deux points qui me semblent très importants, il y en aurait beaucoup d'autres. Premier point, évidemment, avec la loi qui vient d'être votée sur la présence des métropoles. Alors, il y a quand même 13, sauf erreur de ma part, métropoles pour 22 régions métropolitaines. Donc, il n'y en a pas partout. Dans ma région, il y en a une. Et évidemment, les configurations à la fois politiques et puis démographiques, le poids relatif de la métropole dans le territoire varient. Donc, c'est très difficile de faire des généralités. Ce que je peux dire, c'est que
deviennent pour des enjeux en matière d'infrastructure, enjeux urbains, enjeux de nœuds ferroviaires, routiers, chez moi évidemment c'est Rouen, mais on pourrait aussi parler du Havre, elles deviennent des interlocuteurs très importants. Donc il est tout à fait normal, d'ailleurs c'est indiqué dans les circulaires envoyés au service de l'État, au préfet, de les associer pleinement à la réflexion, à l'élaboration des schémas stratégiques. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point quand même qui est très important pour moi, c'est que le rôle des régions globalement, et je ne fais pas de fédéralisme régional en disant cela, moi je ne suis pas du tout partisan de collectivités régionales qui feraient tout sur tout, je suis plutôt partisan de collectivités régionales qui font bien ce sur quoi elles sont missionnées, point. Ce rôle-là est quand même globalement renforcé. Il est renforcé à la fois par les lois, décentralisation, et également par les évolutions réglementaires et européennes, la délégation de gestion des fonds européens, un certain nombre d'actions européennes autres. Donc c'est vrai que dans l'aménagement du territoire, le niveau de la collectivité régionale devient à la fois un interlocuteur de référence pour l'État, c'était déjà le cas avec les contrats de plan précédents, mais avec de nouvelles compétences. Et j'insiste sur mon message, qui est vraiment le message le plus important, comme il se trouve que sur le sujet du développement économique et de l'emploi, ce sont aussi les collectivités régionales qui prennent un rôle, en tout cas dans les territoires comme le mien, de plus en plus important, et au point de vue réglementaire également. On voit bien que les deux vont ensemble. Le sujet préparation de l'avenir, développement économique et infrastructure va ensemble. Donc tout ça me semble plutôt aller dans le bon sens, à condition, parce qu'on ne fait pas avancer sur une ligne ferroviaire une locomotive toute seule, il faut l'ensemble du train, à condition de faire une bonne concertation avec tous les acteurs locaux. Christophe Saint-Yvan sur cet aspect-là. CPER, décentralisation, gouvernance. Non, mais je crois que ça a été rappelé, le principe de base, c'est qu'effectivement les CPER ont, par leur intitulé et par leur construction même, un interlocuteur de référence qui est les régions, mais très clairement, surtout dans une stratégie de mobilité où on sait qu'on doit travailler aux différentes échelles de déplacement, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent être impliqués, et notamment les métropoles, parce qu'on doit traiter toute la chaîne de la mobilité. D'accord. Monsieur le délégué, sur cette question-là. De la décentralisation ? Oui. Vous me permettrez d'attendre que le gouvernement ait arrêté ses choix s'agissant de la suite. Pas moins de vous, c'est un petit peu compliqué comme contexte, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, j'attends les choix du gouvernement. Vous attendez les choix du gouvernement. Question de la salle, si je puis dire. Vous vous présentez, si vous voulez bien, avant. François Gommet, je représente le monde de l'entreprise sur l'Aquitaine Nord. Je suis d'une chambre de commerce et d'industrie en Dordogne. Nous poursuivons l'ambition de désenclaver notre territoire. Et c'est la RN 21, qui est une route nationale, qui va de Limoges aux Pyrénées, en passant par Périgueux, Bergerac, Agen, Auch et Tarbes. Coincée entre Bordeaux et Toulouse, où tout se concentre en termes de développement économique, de désenclavement ferroviaire, aérien, routier. C'est l'emploi aujourd'hui qui est très interpellant sur nos territoires. Votre serviteur, qui lui a en charge le développement économique, il gère 4 plans de revitalisation. L'économie productive part à cause de l'enclavement. La base Intermarché à Lectoure, 250 emplois. La lente agonie de la SNPE à Bergerac, où tout est recentré à Saint-Médard-en-Jalles. Le groupe Jardiland, dont le président de la Chambre de commerce et d'industrie était le président du directoire. La centrale d'achat à 300 emplois est à Montparnasse. On nous a conduits dans le classement de la commission mobilité 21, mais c'est vrai qu'on avait l'espoir de la taxe poids lourd, vers les contrats de plan État-région. Monsieur le préfet de région est venu et nous a dit, alors évidemment il y a un arbitrage qui n'est pas fini entre le président de la région qui veut davantage de ferroviaire et un peu moins de route, et nous qui voulons un peu plus de route. On a l'espoir, compte tenu que la priorité c'est la mise à 2 fois 3 voies de la rocade bordelaise à juste titre, d'avoir quelques millions d'euros pour moderniser la 21 sur l'Aquitaine Nord sur la période 2014-2020. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu des besoins du territoire. Ce n'est pas dans 70 ans que nous avons besoin de cette modernisation
qui par ailleurs est une route. Alors il n'y a plus de statistiques. Avant il y avait des statistiques, mais la nôtre aussi, la 21, est une des routes les plus où il y a le plus de morts sur le tracé. Mais il n'y a plus de statistiques officielles. Voilà. Donc je pense que l'impasse, on est arrivé au bout du bout. Okay. Et il faut explorer maintenant les voies où c'est précisément l'usager qui va payer. Nous avons fait faire des études par Régis Mobilité qui témoignent de la rentabilité économique du projet. Des futurs concessionnaires sont prêts à soumissionner. Il faut dépasser cette vision du contrat de plan qui a ses limites. Et on aura... Voilà. Donc je voudrais avoir votre sentiment. Je crois qu'il faut aborder ces questions-là. C'est l'emploi productif qui part de nos régions. Il n'y a plus d'égalité territoriale, monsieur le délégué de la DATAR. Quelques petits éléments, non pas de réponse, mais en écho à votre intervention. Il se trouve que j'ai dirigé pendant 3 ans les services de la communauté urbaine de Bordeaux. Et il se trouve que j'habite Bordeaux. Je suis le premier délégué interministériel à l'aménagement du territoire à habiter en province. Donc j'ai une petite idée de ce que vous dites, y compris des priorités, effectivement, s'agissant en effet de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade de Bordeaux, qui est en effet une des plus saturées de France. Bon, on revient exactement à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la priorisation. Moi, je ne doute pas de l'intérêt prioritaire aux yeux des acteurs locaux de l'aménagement de cette route nationale. Je ne suis pas totalement convaincu que les choix faits par certaines grandes entreprises de concentration de leur activité, y compris la SNE à Saint-Médard-en-Jalles, je connais bien le site, soient directement liés à la question des infrastructures routières. Honnêtement, il y a des stratégies d'entreprise au niveau même national et international. Je ne suis pas sûr que si on leur faisait une autoroute gratuite à 2 fois... Donc, voilà, il faut aussi savoir pas toujours ramener les choses à une vision univoque. Encore une fois, dans ce que j'évoquais de la nécessité de stratégie dans les contrats de plan, il a été, et je crois que c'est un choix qui est très fort, bien dit que les routes nationales faisaient partie du volet de la mobilité multimodale. Si les acteurs régionaux, y compris les départements, considèrent effectivement qu'il y a nécessité de concentrer des efforts et d'unir des efforts, l'État ne pourra pas effectivement faire face lui seul à ces investissements. Donc s'il y a une volonté qui émerge des territoires de réaliser ces investissements, c'est le but du contrat de plan de permettre, si vous voulez, que cette priorisation émerge. Mais après, encore une fois, ça ne peut pas être effectivement décidé de manière univoque par l'État, et on en revient à la nécessité de choix qui doivent être faits en région, et vous avez évoqué la région Aquitaine. Il y a effectivement peut-être des ressentis différents au sein de cette région sur les nécessités et les priorités. C'est tout l'intérêt de l'exercice en cours de les mettre en évidence. Il y a une question d'Olivier Paul Duboitaine. Olivier Paul Duboitaine, membre du Conseil scientifique de TDIE. Je suggère, à partir des travaux de notre Conseil scientifique de TDIE, 2 questions en forme de réflexion. La première réflexion porte sur le champ des contrats de plan, qui est un champ d'investissement. C'est très important, mais on s'aperçoit, en regardant les comptes des transports, que le coût des services de transport et le coût de fonctionnement de ces services devient de plus en plus prépondérant dans les charges publiques. Donc, ma question est la suivante. Comment prendre en compte non seulement le coût des investissements, mais le coût des services? Or, le coût des services ferroviaires et les services urbains pèsent de façon beaucoup plus lourde quand on les cumule sur la durée de ces investissements que la seule dépense d'investissement dans un grand nombre de cas. Et il y a également des recherches de solutions qui coûtent moins cher au fonctionnement ou qui coûtent moins cher à l'investissement, même si elles ne sont pas toujours aussi satisfaisantes. La deuxième question a été évoquée par plusieurs des membres de la table ronde, c'est celle des investissements numériques. Et si
nous avons le 21e siècle n'était pas le siècle des infrastructures de mobilité numérique, alors que le siècle précédent a été celui du développement des infrastructures physiques, que ce soit les infrastructures routières et ferroviaires. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un très grand nombre d'améliorations de services de mobilité, et même la plupart des améliorations de services de mobilité, peuvent être apportées par ces infrastructures numériques. Et il me semble qu'il y a là un investissement important que le champ de ces contrats de plan permet de partager. Merci. Pas de questions. Les CPER n'inspirent pas la foule. Monsieur Gressier. Claude Gressier, président du Conseil de coordination interportuaire de la Seine. Monsieur le délégué a parlé de priorités. Bon, Christophe Saint-Yan l'a évoqué, et bien entendu le président Maillard-Rossignol. Mais dans les priorités, et je me réfère à ce qu'a disait le président Cratinger sur le commerce extérieur, il y a un élément essentiel du commerce extérieur, c'est les ports. Donc, alors les ports, il y a leur desserte, le fluvial, le ferroviaire, la route, etc. Et puis il y a aussi des investissements propres internes aux ports. Et je voudrais que dans les priorités, à la fois la desserte des ports et les investissements internes aux ports, qui ne sont pas des investissements d'une dimension financière considérable, ne soient pas oubliés, d'autant plus que les ports sont dans une situation financière qui n'est pas très simple aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'une bonne partie de leurs recettes, malgré tout, venait du pétrole, pétrole brut en importation, et puis produits raffinés en exportation. Le raffinage ne va pas très bien en France. Il y a eu des fermetures de raffineries. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Et de toute façon, ça pèse sur les comptes. Voilà. Donc, ne pas oublier, dans les priorités, je pense que cette priorité portuaire et me semble-t-il, d'ailleurs, la commission Mobilité 21 y avait fait allusion. Je crois que c'est très important. Et puis, Monsieur le Président Maillard-Rossignol y a fait allusion. Le président Delzan a dit clairement... Monsieur Delzan, est-ce qu'il y aura effectivement un CPIER, un contrat de plan interrégional, notamment pour la vallée de Seine? Une réponse? Le président Maillard-Rossignol me dit qu'il n'a pas fait exprès de demander à ce que la question soit posée. Non, il y aura un CPIER, c'est tout à fait prévu. Expressément prévu dans le volet territorial des contrats de plan État-région. Le Premier ministre l'a confirmé d'ailleurs. Donc il y aura un CPIER. C'est sans doute le meilleur cas de figure qu'on puisse avoir de contrat de plan interrégional avec ceux, ça en intéresse quelques-uns ici aussi, mais dans une autre dimension que ceux qui concernent les massifs. Donc oui, je vous confirme qu'il y aura bien un CPIER dans les nouveaux, dans le cadre des contrats de plan. Oui, peut-être des éléments de réflexion en réponse, notamment à Olivier-Paul Duboitaine. Et puis, d'une manière plus générale, il est clair que le contexte budgétaire des finances publiques, et je pense que ce n'est pas valable que pour l'État, nous amène à réfléchir à des solutions qui sont plus pragmatiques, plus faciles à mettre en œuvre à court terme que des solutions qu'on connaissait. Tout ne se résoudra pas par des investissements forcément dans les modes lourds ou une réponse systématique de mise à deux voies d'un ensemble d'axes. Il est clair qu'il faut avoir une réflexion plus globale. C'est notamment pour ça qu'on essaye de pousser, dans le cadre des volets mobilité, pour un certain nombre de déplacements, des réponses plus souples, plus résilientes, adaptatives, si je puis dire. Frédéric Huillier est extrêmement sensible notamment à ce qu'on puisse favoriser les nouveaux usages de la route, parce qu'il y a des possibilités à court terme d'offrir des services supplémentaires de manière plus simple. Alors ça nécessite de la souplesse. Il y a effectivement la journée mobilité 2.0, mais il y a aussi ce qu'on essaie de faire sur des voies réservées, l'utilisation de bandes d'arrêt d'urgence dans certains cas, un certain nombre de nouvelles techniques qui peuvent exister et qui sont des réponses moins
qui nécessitent moins d'investissement et qui peuvent être mises en œuvre à très court terme, mais qui sont aussi, je pense, y compris en termes de fonctionnement, des manières de répondre à des besoins de mobilité qu'on adresse difficilement par ailleurs. Et puis, effectivement, sur les notions d'infrastructure et de lien entre les infrastructures de transport et les infrastructures numériques. Hier, Frédéric Cuvillier a animé la journée de la mobilité 2.0 en lançant, en vue notamment du Congrès mondial des transports intelligents qui se tiendra à Bordeaux en septembre 2015, la fabrique de la mobilité de zéro. Et on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui sont en train de se croiser entre les transports d'une part et puis les techniques numériques d'autre part. La France, là aussi, a des enjeux industriels à mener. On souhaite développer en particulier la connexion entre les véhicules et les infrastructures avec un grand projet qui va concerner 3000 véhicules et 2000 km de route en France. C'est aussi une manière de répondre, et une manière de répondre, si je puis dire, à Olivier Paul Duboitaine sur ce qu'on peut offrir comme service complémentaire, à la fois pour les usages professionnels, pour des questions de sécurité, et puis aussi pour soulager les gestionnaires d'infrastructures avec des nouveaux modes de fourniture de services. Il y a une dernière question, je crois, avant la conclusion de monsieur. Merci. Trorial, Union des ports de France. Je voudrais moins poser une question que revenir par une observation sur le problème stratégique global du financement des infrastructures de transport. On manque d'argent, c'est évident, ça a toujours été le cas, ça l'est encore un peu plus aujourd'hui. Et on comptait sur la ressource de l'écotaxe ou équitaxe. Bon. Que cette taxe sur les poids lourds était belle à l'époque récente du Grenelle de l'environnement, qu'elle est devenue mauvaise à partir du moment où il s'est agi de commencer à la collecter et d'ériger les portiques dans ce but. Mais on dira ce n'est qu'un petit milliard d'euros par an. Mais sur 5 ans, 6 ans, ça en fait 5 ou 6 de milliards. Et on voit par la manière dont il faut racler à l'os le projet de budget de la FITF que cet argent déjà nous manque et nous manquerait. Donc l'observation, c'est que on a manqué de pédagogie pour expliquer le but de cette ressource supplémentaire, et on n'a pas beaucoup entendu ni le gouvernement qui était très empêtré dans cette affaire, notamment en Bretagne, ni les forces politiques, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, qui avaient été unanimes il y a quelques années pour approuver ce projet. En revanche, tout récemment, un certain nombre d'organisations professionnelles, celles qui expriment le point de vue des transports alternatifs, l'Union de transport public et ferroviaire, les armateurs maritimes, le transport combiné, le transport fluvial, ont pris position pour dire ne laissons pas partir cette occasion, défendons le principe de l'écotaxe. On en a besoin parce qu'on en a besoin précisément pour contribuer au financement des infrastructures de transport. Alors il est vrai que nous sommes dans une période électorale, ça ne facilite pas les choses dans l'immédiat, mais cette question doit être reprise. J'observe au demeurant que parmi les membres fondateurs de TDIE, il y a les organisations professionnelles du transport routier, la FNTR, TLF, et que l'une comme l'autre ont été dans cette affaire assez modérées en dépit des positions de leur base. Ils n'ont pas soufflé sur les braises pour déclencher l'incendie, notamment en Bretagne. Par conséquent, il faut tout de même que soit entendue la voix de ceux qui pensent que ce mode de financement a sa justification
et que même s'il faut en rediscuter certaines modalités, on ne peut pas l'abandonner en rase campagne au moment de financer les infrastructures de transport. Merci Christophe Saint-Yan souhaite répondre. Juste un mot, essayez d'axer vos questions, non pas sur la politique des transports en général, même si c'est un peu le lieu de ces réunions, mais sur les CPER si possible. Voilà, une réponse de Christophe Saint-Yan. Peut-être un point pour dire notamment que le Sénat a eu l'occasion d'évoquer, et M. Nègre était effectivement à la tribune, la question du financement des infrastructures de transport, et ça a donné l'occasion à Frédéric Cuvillier de répondre. Pour rappeler que l'écotaxe n'est pas abandonnée, elle est suspendue. Et le ministre a eu l'occasion de rappeler qu'il y avait quand même un contexte qui, à ses yeux, légitimait cette décision de suspension. Deuxièmement, où en est-on? Comme vous le savez, il y a deux commissions, une commission d'enquête ici au Sénat et une mission d'information à l'Assemblée nationale. Cette mission d'information doit remettre ses conclusions d'ici l'été, et l'idée, c'est bien précisément de voir dans quelles conditions on peut remettre en place et de préciser les modalités de l'écotaxe qui, vous l'avez souligné, devait financer à quelque chose comme un tiers le budget de l'AFITF, et qui est donc un élément extrêmement important, sachant que même si les conséquences sont difficiles, délicates, et le président Duron en a témoigné récemment, il y a eu un effort de redéploiement de plus de 300 millions d'euros en faveur de l'AFITF pour arriver à boucler ce premier budget. Et bien évidemment, dans le contexte budgétaire que vous imaginez, même si les infrastructures de transport sont quand même traitées de manière prioritaire, plus de 300 millions d'euros pour l'AFITF, dans le contexte actuel, c'est quand même pas négligeable, ça a des conséquences, et effectivement, on travaille aux modalités d'évolution de l'écotaxe. Oui, bonjour. Gilles Matelier-Guinlet, OTRE, Organisation des transporteurs routiers européens, et la seconde fédération de transport routier qui, elle, s'est opposée à l'écotaxe dans son dispositif actuel. Alors moi, je suis très à l'aise pour en parler, parce que l'OTRE, dès 2006, s'est positionné en faveur de la directive Eurovignette 2. Et effectivement, à l'époque, on ne parlait pas encore de financement des infrastructures, bien que ce soit l'intitulé même de la directive. Mais nous étions sur le principe d'accord, utilisateur-payeur, mais tous les utilisateurs, et notamment les camions étrangers, qui à l'époque représentaient entre 25 et 30% de la circulation poids lourd en France, qui aujourd'hui représentent entre 40 et 45% de la circulation, qui sont de plus en plus nombreux chaque jour à venir sur notre territoire. Tout à l'heure, on parlait sur la RCEA de cohortes de transport de camions d'Europe de l'Est. Il y a aussi maintenant les moins de 3,5 tonnes. Ceci dit, voilà. Donc nous étions d'accord sur le principe. Nous sommes aussi d'accord sur le principe du financement des infrastructures. Je vous rappellerai quand même que ce principe aussi était utilisateur-payeur, redevance kilométrique. Donc les recettes fiscales de cette redevance vont au mode de transport qui a participé à la recette, donc principalement à la route. Il ne faut pas croire non plus que le camion pourra tout financer du plan mobilité 21 ou de toutes les infrastructures. Il faudra bien que les autres utilisateurs aussi dans les modes de transport alternatifs paient aussi leur dû sur ces infrastructures-là. Maintenant, sur l'écotaxe, ce n'est pas un manque de pédagogie, monsieur. C'est une usine à gaz qui a été mise en place avec un dispositif EcoMove qui coûte très très cher. Vous parliez d'1 milliard d'euros de recettes. Sur ces 1 milliard, il y en a déjà 25% qui partiront aux concessionnaires. Je trouve, et nous trouvons à la base des transports routiers, des PME qui font aussi, il ne faut pas l'oublier, l'économie de vos territoires, sans lesquels il n'y aurait pas d'industrie, sans lesquels il n'y aurait pas de production, il n'y aurait pas de marchandises et il n'y aurait pas d'économie. Donc nous trouvons qu'un quart de ces recettes qui partent vers une société privée dans laquelle nous retrouvons un des bénéficiaires des recettes de cette écotaxe via la FIFT, qui serait la SNCF, c'est un peu fort de café. Et quand on voit qu'un dispositif qui devait ramener l'égalité entre transporteurs français, transporteurs étrangers, ramener un peu de compétitivité aux PME françaises, se retrouve être discriminatoire à l'encontre des entreprises françaises par ces textes d'application de la loi, oui, nous ne pouvons qu'être contre, et encore plus quand on connaît la situation économique de ce secteur d'activité. Depuis 2008, nous sommes chaque année
en perte d'activité. L'an dernier, c'est 8% de perte d'activité sur le territoire national pour les entreprises françaises. Donc, ce n'est pas un manque de pédagogie. C'est aujourd'hui un ras-le-bol fiscal, un dispositif qui ne correspond absolument pas à ce qui avait été promis à l'époque et qui n'aiderait pas les entreprises françaises à se maintenir. Maintenant, oui, il faut financer les infrastructures. Nous pensons, nous, qu'il y a d'autres moyens de les financer via la fiscalité. Très simplement, au 1er avril 2014, donc dans un mois et demi, vous avez le Levy Act qui se met en place en Angleterre. C'est à peu près la même chose. C'est une taxe à l'essieu avec des portiques qui vérifieront informatiquement que vous êtes bien déclaré. C'est une des propositions que nous avons fait à la mission parlementaire d'information. Je pense qu'il y a beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à mettre en place que l'écotaxe avec le dispositif EcoMove pour parvenir à retrouver des financements. Merci. Une dernière réponse de Christophe Saint-Hillan avant que Louis Nègre ne conclue cette matinée. Oui, juste bon, sur EcoMove, comme vous le savez, le Sénat s'est saisi de la question par une commission d'enquête, donc il lui appartient de faire toute la lumière et je ne commenterai pas plus. Les auditions sont en cours et Daniel Burceau y était, donc je pense qu'on regardera avec attention les conclusions de cette commission d'enquête. Simplement un point pour être extrêmement clair, l'écotaxe, qui est une application de la directive Eurovignette, concerne tous les poids lourds, et notamment les poids lourds étrangers, qui, sur le réseau, en dehors du réseau concédé, ne payent pas. Et c'était un des objectifs de l'écotaxe, donc je voulais qu'on clarifie ce point-là pour qu'on ne laisse pas entendre qu'il y a une sorte de distorsion. C'est bien, et c'est impossible autrement en droit européen, tous les poids lourds, y compris les poids lourds étrangers, qui y sont soumis. Oui, tu tiens à répondre. Effectivement, tout le monde est assujetti, Monsieur Saint-Hillan. Mais il y a une distorsion dans le traitement. Il y a une distorsion dans le traitement où les camions français sont obligés d'être équipés d'un badge, quel que soit le camion, qu'il utilise ou non le réseau taxable. Donc vous avez par exemple les camions corses qui n'ont aucun kilomètre taxable, qui devront être équipés. Pour une entreprise de 800 camions, le coût est de plus de 80 000 euros. 80 000 euros d'équipement, simplement s'équiper. Donc quand vous avez des camions qui ne vont pas sur le réseau taxable, non. Et de l'autre côté, vous avez un principe qui est tout à fait normal. Le camion étranger ne s'équipe que quand il est sur le réseau taxable. Ça, c'est normal. Maintenant, le principe de présomption de fraude du transporteur français, il est un peu gros. Et oui, il y a un traitement discriminatoire là-dessus, mais le Conseil d'État est saisi. Bien, si le Conseil d'État est saisi, on va attendre le Conseil d'État. Alors, moi, je ne sais pas, à TDIE, avec M. Agege, on est un peu taquin. On avait une question numéro 3, je ne sais pas, qui ne vous a peut-être pas échappé, ça s'appelait financement. Alors, je suis venu ce matin et j'ai dit, tiens, je vais apprendre quelque chose. Vous en apprendrez peut-être davantage avec les travaux que nous faisons actuellement dans TDIE et le colloque qu'on organisera sur le financement. Parce que ce matin, qu'est-ce que j'ai entendu? Nos deux hauts fonctionnaires, qui sont remarquables d'ailleurs, hein, bon, pour éviter de répondre au fond, parce que les pauvres, ils ne peuvent pas répondre. C'est ça la question de fond. Et sur le financement, pour être membre de la commission d'enquête au Sénat, hier, j'ai eu deux choses qui vont, j'allais dire, dans le même sens. D'une part, j'ai entendu que l'État, au plus haut niveau, nous répondait dans la commission d'enquête hier qu'effectivement, comme il allait manquer plus de 800 millions d'euros, on ne voyait pas très bien comment on allait pouvoir faire le volet mobilité de ces PER, ni le troisième appel à projet. Voilà, c'est clair, c'est net. Et je vous apprends que si, aujourd'hui, on donne la possibilité d'appuyer sur le bouton, compte tenu des modifications de base qu'il va falloir, eh bien, on ne peut pas démarrer avant le 1er janvier, M. Saint-Hillan, avant le 1er janvier 2015. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, ça se traduit par, vous voyez, une perte de cheveux assez prématurée de Philippe Duron, qui, en tant que président de l'AFIT, s'est retrouvé avec des crédits de paiement à peu près équivalents d'une année sur l'autre, mais on n'a plus en autorisation d'engagement qu'un tiers de ce que nous avions avant. Et encore avec des exploits qui ont été faits, et je tiens à rendre hommage là aussi aux fonctionnaires, aux ministres qui ont essayé de boucher un peu le trou comme ils pouvaient. M. Saint-Hillan a expliqué d'où venaient les 300 millions. Bon. Très bien. Alors la situation, elle est ce qu'elle est.
Cette situation, vous la connaissez, et l'intervention de tout à l'heure de mon collègue de gauche, moi je suis de droite, Yves Cartinger, mais au Sénat, on a les pieds sur terre, on est des pragmatiques, pour reprendre un terme, hein, vous aimez bien, monsieur le Datar. Bon, on est pragmatique. Et donc, la situation est la suivante. Sur Ecotax, effectivement, on se pose des questions et on aimerait, c'est clair, non seulement qu'elle soit suspendue, mais le plus court possible, parce qu'il y avait un accord général. Un accord général. Ça a été du ras-le-bol fiscal qui a empêché ça, et ça a été, pour reprendre un terme connu, l'émotion bretonne. Et si nous, dans le Midi, on avait une émotion aussi. Bon, donc on s'est arrêté peut-être un peu vite sur les émotions, parce que si on rentre, Yves Cartinger l'a dit, si on rentre dans la régionalisation de cette écotaxe, voire dans les émotions régionales, on n'a pas fini parce qu'il nous manquera les Corses tout à l'heure. D'ailleurs, on en a parlé. Voilà. Donc, sur écotaxe, on est d'accord, que ce soit la gauche ou la droite, on est d'accord au Sénat sur ce principe-là. Sur les routes qui s'effondrent, c'est grâce notamment aux travaux qui ont été faits à TDIE, grâce à Mobilité 21, qu'on a tiré le signal d'alarme. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un volet route tout aussi important parce qu'on l'a vu s'effondrer dans le ferroviaire. Alors, essayons de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le ferroviaire. Bon. Tout ça, c'est très bien, mais j'ai entendu, comme vous, hein, les mots de rareté durable. C'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça assez des moyens financiers, bien sûr. Et donc, je vous ai expliqué que la FIT, hier, j'avais confirmation qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et vous avez sans doute entendu, il est venu au Sénat, le président de la Cour des comptes présentait son fameux rapport. Et là, je vous conseille de le lire attentivement parce que vous allez voir que la situation est encore plus difficile que prévu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à boucler le budget de notre pays. Et tant que vous ne bouclez pas le budget de votre pays, eh bien, la FIT qui est au 25e étage au-dessous a des difficultés à fonctionner, tout simplement. Tout simplement. Donc, nous avons aujourd'hui, et je comprends, monsieur le Datar, de parler plutôt de stratégie. Parce que ça, au moins, ça ne mange pas de pain, c'est pas très cher, ça permet de se lancer vers l'avenir, mais pas des moyens. L'enveloppe, lui-même, au plus haut niveau, il ne le sait pas. Bon, on n'est jamais qu'au mois de février. Hein, bon. Donc, il n'y peut rien d'ailleurs. Bon. Mais il est là, il subit lui aussi. Et donc, mon sentiment personnel, c'est que dans cette rareté durable, alors là, c'est un sentiment personnel que je livre, on a une vision petit bras. Et ce n'est pas avec des bouts de chandelle qu'on arrivera à résoudre le problème. Voilà mon sentiment profond. Alors, ça nous amène à quoi? Face à ça, vous l'avez entendu, tout le monde ici autour de la table réclame des infrastructures. Tout le monde. Hein. Il n'y en a pas un seul qui nous ait dit « tout va bien ». Il n'y a que l'Europe qui dit « vous en avez assez ». Bon. Mais c'est vrai que quand il compare avec d'autres pays plus ou moins émergents, il y a une différence. Alors, si on a des besoins immenses et qu'on n'a plus d'argent, quelle est la solution? J'en sais rien, on verra, on organisera encore d'autres. Mais à titre personnel, voilà, je vais vous donner mon sentiment personnel, c'est qu'il faut remettre d'aplomb l'État. Et ce que dit le président de la République, entre nous soit dit, dont je ne partage pas toutes les opinions, c'est qu'il y a 50 milliards d'économies à faire. Ça commence mal. Bon, parce que là, on ne dépense pas plus, on doit faire des économies, 50 milliards. Et dès qu'on va s'attaquer aux économies, il va y avoir un chien dans la niche. Donc ça ne va pas être simple de trouver 50 milliards. Mais si vous ne remettez pas, si nous ne remettons pas ensemble l'État d'aplomb, eh bien on ne pourra pas, ou alors on travaillera tout à fait à la marge pour, disons, redonner des moyens là où on a des besoins immenses. Regardez un peu ce qui s'est passé au Canada. Regardez un peu ce qui s'est passé en Suède, où ils ont pris un certain nombre de mesures drastiques, à une époque peut-être plus facile. Mais mon sentiment, c'est qu'il faut donc des réformes structurelles, mais le président de la République le confirme, donc des économies majeures. Et quand on parle d'économie, quelqu'un d'entre nous ici a parlé des services. Les services coûtent effectivement très cher en France par rapport à la qualité du service rendu. Et donc, là encore, c'est des réformes en profondeur qu'il va falloir engager.
On peut prendre des exemples ailleurs et regarder ce qu'ils ont fait. Quand chez nous, le kilomètre pour les régions, dommage que M. Maillard soit parti, bon, mais dans les régions, ils jettent l'argent par les fenêtres. Pourquoi ? Parce que le kilomètre ferroviaire coûte 20 à 30% plus cher que le même kilomètre ferroviaire en Allemagne. Allez, essayez de m'expliquer ça, vous allez voir. Bon, vous aurez du mal, parce que le niveau de vie est le même et que le kilomètre a la même longueur en Allemagne et en France. Eh bien, chez nous, c'est 20 à 30% plus cher. Donc, on comprend qu'il y a peut-être des économies là-dessus. Et j'attire votre attention sur le fait que tous les services publics ont augmenté au minimum selon l'inflation, voire plus si on prend l'électricité, alors que les transports, eux, n'ont même pas suivi l'inflation, ils ont même diminué. C'est pas comme ça qu'on arrivera à boucler les budgets, y compris des transports. Donc, je pense qu'il faudra recentrer à terme l'État sur ses missions régaliennes, parce que sinon, s'il veut tout faire, il n'y arrive plus, puisqu'il n'y a plus d'argent. Et au-delà de l'État et des réformes structurelles de l'État, il y aura effectivement le financement de l'usager. On vient d'en parler à l'instant, financement des usagers qui peut prendre différentes formes. Hein. La TIPP, par exemple, la taxe carbone, les péages, pour avoir été et avoir fait passer dans la loi la possibilité, dans le Grenelle 2, j'ai fait introduire la possibilité de faire des péages. Bon, personne n'a encore saisi cette occasion chez mes collègues. Mais en tous les cas, ça existe. Elle y est. Bon. De la même façon que j'ai fait introduire dans Grenelle 2 un texte, la loi, qui dit que vous pourriez bénéficier de plus-values, des plus-values créées par la mise en place d'un système de transport collectif, parce que ça entraîne effectivement une élévation du prix du foncier. Donc pour l'instant, personne ne l'a utilisé. Mais on voit bien qu'à la fois l'État et à la fois l'usager, et donc ça m'amène à la chose suivante, puisqu'on est au Sénat et qu'on est des réalistes, eh bien ça va être douloureux. Voilà, ça va être douloureux. Et je crois que si on ne veut pas tromper les gens, on va rentrer dans une période de vache maigre qui va durer quelques années, où on aura du sang et des larmes. Si on ne dit pas ça, si on ne fait pas passer ce message, si on continue à penser qu'on est dans les 30 glorieuses, on trompe tout le monde et ensuite, derrière, les gens se retourneront contre nous. Donc, autant leur dire la vérité, les caisses sont vides. 1. 2, il va falloir faire des économies. 3, essayons de trouver de l'argent ailleurs. C'est pas simple parce que si vous tapez sur l'usager, par les temps qui courent, il y a de plus en plus de bonnets rouges.